Il n'y a personne qui va jamais me convaincre que lorsqu'on bâtit de l'infrastructure puis que le projet coûte 3-4 fois plus que ce que ça devait coûter ou que ce que ça coûte ailleurs, il n'y a personne qui va me convaincre que la personne en charge, c'est-à-dire le ministre, puis les sous-ministres puis l'appareil de l'État, qu'il n'y a personne qui allume puis qui se dit « Hey, c'est un problème parce qu'on ne pourra pas construire le nombre d'écoles dont on a besoin si nos écoles nous coûtent 3 fois plus cher. » Il faudrait croire que les gens sont à ce point baignés qu'ils ne sont pas capables d'allumer sur le fait qu'il y a un gonflement totalement anormal des prix. Tu sais, on nous vend un peu ça comme de l'incompétence, de la paresse, un peu comme ce témoignage récemment là, à la commission sur Saclic où la dame en charge de l'appel d'offres dit « Ben moi, on travaille fort, c'était compliqué, fait qu'on ne s'est jamais posé la question des dépassements de coûts. » Voyons donc. À quoi servez-vous alors? C'est ça. Mais j'ai trop de respect pour l'intelligence des gens pour qu'on me fasse avaler que la personne... Il n'y a personne dans cette boîte-là qui s'est posé la question des dépassements de coûts. Un instant. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact, numéro surprise. La saison était théoriquement terminée, mais une invitation lancée il y a 1 an, finalement, a donné des résultats. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a accepté d'être avec nous. PSPP, je dis accepté, c'était vrai il y a 1 an, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu se retrouver. On a essayé à plusieurs reprises, mais voilà. là, on l'a. Merci. Donc, on a aussi ouvert la boutique pour vous entendre. Merci à vous. Cette semaine et pour les prochaines semaines, pour ceux qui peut-être partiront en vacances sur notre podcast. Oui, c'est un bon moment parce qu'on vient de terminer la session, donc il y a un peu plus de recul. On n'est pas dans le feu roulant. Et c'est juste avant les vacances, donc... c'est comme ça que vous le sentez, feu roulant? Ah oui, l'Assemblée nationale, c'est... on voudrait ralentir le jeu, on voudrait le plus possible se donner une perspective sur l'actualité, mais la bête est ainsi faite qu'il y a des questions, il y a des réponses, il y a des spins, c'est-à-dire des accusations qu'un tel est comme ça, puis là... Un cycle médiatique aussi qui roule 24 heures sur 24, qui est amplifié par les médias sociaux, sur lesquels on peut redécouper des extraits, faire dire des choses qui n'ont jamais été dites, etc. Donc, ça devient une occupation très, très prenante qui, malheureusement, des fois, laisse peu d'espace pour ce qu'on va faire en ce moment. Là. C'est-à-dire prendre un sujet et essayer de le purger le plus possible, essayer en débattre ou de trouver des solutions qui sont plus de fond. 2 choses à la volée, à la lumière de ce que vous venez de dire. D'abord, les accusations, on doit répondre aux accusations. C'est presque le discours de la garderie ou de la cour d'école. Il m'a montré du doigt, il a dit que j'étais... Il y a un peu de ça dans la joute politique. Se défendre de tout ce qui vole et de tout ce qui fait qu'on est mis en accusation, que ce soit fondé ou non. Ça arrive quand on est premier dans les sondages. Donc, je ne vivais pas ça avec la même intensité il y a 2 ans quand on était à 15 %. Comme si vous étiez le premier groupe d'opposition, ce que vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Oui, mais je pense qu'on peut dire qu'on est traité tel quel. Il faut dire aussi qu'on a la prétention de faire un pays. Donc, ça fait également que des partis conservateurs et libéraux au fédéral ont du temps pour nous. En général, les médias sont quand même friands de ça. Mais la cause principale, c'est pas les médias traditionnels, c'est l'existence maintenant des médias sociaux qui prend une très grande place dans les habitudes des gens pour s'informer. Ça, vraiment, c'est un lieu où ce qu'on appelle un spin, c'est-à-dire on essaie de bâtir un narratif autour d'un politicien. C'est un lieu où est-ce que ces spins-là peuvent croître assez rapidement, donc on n'a pas vraiment le choix d'en tenir compte, même si c'est des calories vides, là. C'est vraiment des Fruit Loops, mais bon. Le ministre de la Culture, M. Lacombe, la semaine dernière, laissait entendre que pour aider l'écosystème, il faudrait peut-être aussi subventionner les influenceurs. Bonne ou mauvaise idée? C'est-à-dire qu'il y a les réseaux traditionnels, ce qu'on appelle les médias de référence, mais est-ce que pour qu'un écosystème aujourd'hui, dans l'économie du monde moderne, soit à la hauteur, ce qu'il faut faire en sorte aussi que les voix sur les réseaux, les voix autochtones, les voix québécoises, aient les moyens d'être entendues? Sur le plan culturel, la réponse est définitivement oui. C'est-à-dire que la culture québécoise ne s'exprime plus uniquement à travers des canaux traditionnels. Donc, si on veut soutenir cette culture québécoise, oui, il faut prendre acte et soutenir la multiplication des plateformes. Sur l'information, j'hésite. Parce que, puis on n'a pas
à ma connaissance, de position tranchée ou dans le programme, il n'y a rien, là, à mon avis, là-dessus. Le programme du PQ? Le programme du parti, là, j'espère que je ne me trompe pas là-dessus, mais de mémoire, non. Sur l'information, bien sûr, comment maintenir des standards par rapport à la recherche de vérité? Puis l'erreur est humaine, hein? Donc, un bon journaliste, puis on en a des très bons au Québec. D'ailleurs, notre situation sur le plan du journalisme est enviable au Québec par rapport à ce qu'on voit ailleurs en Occident, mais quand même, le but du journalisme, c'est de rapporter des faits. Donc, ça présuppose une forme d'objectivité, de recherche de la vérité. Et plus encore, qu'on s'entende sur les faits. En tout cas, qu'on essaie. Oui, tout à fait. Parce que des fois, on ne s'entend pas, on n'y arrivera pas, mais au moins, il y a une volonté d'y arriver. Ça devient compliqué lorsque des plateformes très militantes et indépendantes prétendent apporter des faits, mais en fait, sciemment détournent, en tout cas, on le voit partout en Occident en ce moment, là, c'est que la multiplication des plateformes vient aussi avec le fait qu'il n'y a plus de standards ou il n'y a plus de... C'est plus discordant. C'est très discordant. Donc là, ça prend... il y a d'excellentes plateformes. Puis je vais aux endroits que je trouve crédibles. Puis il y a d'autres endroits où la crédibilité ou la fiabilité de ce qui est affirmé est moindre. Donc comment l'État, puis tout ce jeu de subventions doit jouer. Il y a un argument, je pense, de dire que c'est inéquitable parce qu'il y a des plateformes traditionnelles subventionnées qui pourtant démontrent qu'ils versent de plus en plus dans le militantisme et dans l'idéologie au quotidien. Donc, il y a cet argument-là pour les indépendants. Je savais, mais c'est pas moi qui ai mis la table. Je mettrais pas... Mais vous venez de dire qu'il y a des plateformes subventionnées. Partout en Occident. Combien il y en a au Québec des plateformes subventionnées qui versent dans... Comment vous avez dit ça? Dans plus de militantisme et d'idéologie. Alors, pourquoi ne pas la nommer, la plateforme? Où est la gêne? Et c'est pas un gotcha parce que je pense savoir de quoi vous parlez. Oui. Mais pourquoi... Mon rôle n'est pas d'identifier des coupables, mais de concevoir des politiques publiques qui vont améliorer certaines des critiques du public. Donc, moi, de commencer à pendre soit un média traditionnel ou pendre une des plateformes plus militantes indépendantes. En la nommant, sans la nommer. Bien, c'est-à-dire que j'ai parlé également de plateformes indépendantes pas fiables, puis je ne pendrai pas eux non plus, dans le sens où je suis obligé dans mon rôle, puis peut-être qu'un jour, je prendrai un micro après la politique, ou est-ce que là, je serai analyste, ou... Mais comme politicien, je dois focaliser sur quelle politique publique peut améliorer notre société. Mais à chaque fois, mon expérience, c'est qu'à chaque fois que j'ai vraiment identifié quelqu'un ou une organisation... C'est contre-productif. Ça amène pas de solution, ça amène simplement une discorde, puis il y aura d'autres personnes pour faire les analyses, etc. Moi, mon but, c'est de concevoir... Je serai bon prince. Si vous voulez pas lâcher le morceau, je vais prendre le risque de le nommer. Non pas parce que ça me fait plaisir. Il se trouve que j'ai probablement travaillé longtemps pour cette plateforme qui est subventionnée. La question, elle est politiquement, quant à moi, pertinente parce que une des premières choses que vous m'avez dites sur les difficultés du Parti québécois, c'est qu'il a aspiration à faire pays. Et donc, il y a du temps chez les libéraux fédéraux et les conservateurs pour vous accabler, peut-être parce que vous êtes à l'horizon d'une menace. Est-ce que dans ce contexte-là, Radio-Canada, qui est un diffuseur important, est objectif selon vous? Et est-ce que ça nuit donc à vos ambitions? J'ai confiance dans les journalistes de Radio-Canada. Donc, tous ceux qui sont à... Vraiment, les journalistes essaient puis font un travail professionnel dans une perspective d'objectivité, ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Mais? Le mais, c'est qu'une fois qu'on tombe dans le commentariat, c'est sûr que ce soit TVA ou Radio-Canada, ce qu'on voit depuis 5-10 ans, c'est essentiellement que le commentariat remplace le journalisme dans le temps d'antenne, là. C'est un vrai sujet, là, c'est-à-dire que... Mais à votre désavantage, compte tenu de l'option politique que vous portez? Je ne sais pas. Okay. Je n'ai pas fait cette analyse-là, mais j'ai eu des discussions avec tant Radio-Canada, TVA, d'autres médias écrits, sur comment est-ce qu'on peut donner ou conserver un espace sur ce que le politicien a vraiment dit avant de commenter. Parce que de plus en plus, on se transporte dans un environnement où on résume ce que le politicien aurait dit, puis des fois, on perd quelques nuances ou quelques faits précis. Mais là, on a 20 minutes de commentariat avec des gens qui ne sont pas journalistes, là, n'ont pas le mandat de rapporter des faits, mais plutôt de donner de l'opinion. Puis ça, c'est vrai un peu partout. Donc, c'est une transformation de l'environnement médiatique
qui, en tout cas, doit minimalement susciter de la réflexion. Une des choses que vous m'avez dites juste avant qu'on ouvre nos microphones pour commencer l'entretien, c'est on est vraiment dans le collimateur. Nous sommes, et mon temps, mes responsabilités, mon travail a changé depuis que le Parti québécois et moi, chef du parti, sommes en tête dans les sondages. Mais je ne dirais pas que ça vous accablait quand vous l'avez dit, mais il y a comme une surprise. La pression est probablement plus grande, mais je dirais que François Legault doit trouver qu'elle est énorme parce qu'il est au pouvoir et ça vient avec ce genre de responsabilité. Donc, être dans l'opposition et commencer à s'entraîner, est-ce que c'est pas normal? Oui. Oui, c'est ce qui est anormal à l'échelle de l'histoire politique récente du Québec, c'est d'avoir aussi peu de ressources. Donc, de prendre la pression, d'avoir des journalistes qui demandent quelle sera la position d'un gouvernement du Parti québécois, c'est normal. Et c'est un passage obligé pour démontrer qu'on est prêt et qu'on a une réflexion. Ce qui est particulier, c'est qu'on a commencé cette session-là avec 3 députés, puis on bûche chaque partiel pour obtenir un député de plus, mais ça vient avec des ressources. Les gens n'ont pas idée à quel point le Parti québécois a 10 fois moins de ressources que les autres partis. Et avec cette attente constamment d'avoir un peu réponse à tout au fil de l'actualité. Mais vous nous avez entraîné à ça, à PSPP. Vous avez un petit côté encyclopédique, premier de classe. Ouais, j'aurais peut-être dû... Il n'y a même pas d'ironie dans ce que je dis. Ouais. Vous avez toujours donné l'impression d'être capable d'en prendre large et de surtout pas être une victime des circonstances. Oui, puis de toute façon, même si j'essayais un autre personnage, là, je veux dire, on est ce qu'on est. Puis je dois donc continuer à livrer ça. Je suis entouré, là, c'est-à-dire que l'ajout de Pascal Paradis, puis ensuite de Catherine Gentil-Corps, en termes de qualité de ce qu'on dit. On parle de nouveaux députés. De nouveaux députés, les 4 et 5. Espérons 6 avec Alex Boissonneau dans Arthabasca, un rendez-vous qui est imminent. Mais c'est sûr que ça aide énormément. Mais donc, ce qui est particulier en ce moment, c'est que, oui, la pression est forte sur le Parti québécois, c'est normal. Ce qui est plus intéressant, qu'on n'a jamais vu, le Parti québécois de René Lévesque, avant la prise de pouvoir de 76, c'est l'exemple. Parce que si on se rend à 6, on est exactement au nombre. À la différence, peut-être, qu'avant qu'ils montent dans les sondages, ils avaient eu une élection. Vous avez eu une élection, vous avez fait un très bon score avec une sous-représentation. Donc, c'était probablement fait à l'idée qu'un jour le pouvoir arriverait. Et la pression était très, très forte parce qu'il y avait eu de la déception en plus. C'est-à-dire que les premiers électeurs du PQ, avant 1976, ont pensé qu'ils n'étaient pas représentés à la hauteur de leur nombre. Ouais. Et évidemment, René Lévesque était sous pression. Oui, puis le traitement, aujourd'hui, on fait de René Lévesque un personnage consensuel. Tout le monde aime René Lévesque à l'époque. Tout le monde l'adulait. C'est pas le cas du tout, là. Quand on regarde la méchanceté des caricatures et des propos sur René Lévesque durant ces années-là, même chose pour Jacques Parizeau, moi, je suis le 10e chef de l'histoire du Parti québécois. Prétendre fonder un pays vient... C'est pas l'œuvre d'un média, là, mais des fois, je parle du régime au complet. Il y a un pays qui s'appelle le Canada qui ne veut pas que le Québec devienne une société normale, libre de ses choix, c'est comme normal. N'importe quel autre peuple. J'en connais pas un pays dans le monde qui regarde la possibilité il y a les de Tchèques, il y a les Tchèques qui ont fini par dire aux Slovaques, OK, c'est correct. Mais effectivement, c'est arrivé une quelques séparation. fois. C'est une séparation entre deux entités Exact. à peu près équivalentes. Ouais. Mais en Espagne, on l'a vu très récemment, ça a été... C'est terrible. Je dirais limite violent. Là. Non, c'est terrible. Il n'y a pas de pays qui accepte volontiers. Les Anglais, avec l'Irlande, n'aiment pas ça du tout, n'ont pas aimé ça. Tous les mouvements sécessionnistes sont généralement très mal accueillis par le pouvoir central. Ce n'est pas exceptionnel au Canada. Non. Et dans quel cas, il y a cet aspect-là qui s'ajoute à la politique normale lorsqu'on est chef du Parti québécois. Et chaque chef avant moi a dû composer avec ça, puis la preuve est quand même abondante, là. Vous n'allez pas aimer la question, comme je dis souvent, mais elle n'est pas baveuse. Est-ce que vous êtes soupe au lait? Parce que j'ai parlé beaucoup avec des collègues qui sont plus présents depuis 18 mois au Québec que je ne le suis, et qui me disaient, c'est fou, ils sont défensifs ou même offensifs. La bande autour de M. Saint-Pierre Plamondon, toujours en train d'essayer de rectifier le message, inquiet de ce qu'on les accable, déjà dans un registre un peu d'assiégé, avant d'avoir
pris le pouvoir. Pour ceux qui nous écoutent, ils ne nous voient pas, j'aimerais être capable de décrire le visage. Je peux vous le faire à la caméra. C'était pas méchamment dit. C'était pas méchamment dit. Et peut-être que j'ai pas parlé aux bons collègues, mais et je peux citer d'ailleurs aussi, alors c'est pas un collègue, hein, c'est un ancien maire de Québec. Misère, cet homme est en train de se payer une méchante réputation de politicien à la peau courte dont la propension à l'irritabilité transparaît un peu chaque jour et énerve. Alors, peut-être que c'est pas un ami, mais si on veut construire un pays, ça prend tous ceux qui pensent comme nous. Régis Labonde, dans ce cas-ci, c'est lui qui émettait le commentaire il y a quelques semaines. Ça dit quoi? Mais comme je vous disais, être chef du Parti québécois vient avec un certain nombre de chroniqueurs qui vont être très créatifs dans le nombre de chroniques pour stigmatiser ou amener un... Parce que, tu sais, je veux dire, dans la dernière année et demie, là, on m'a traité d'arrogant, de trop confiant, de paresseux. Paresseux? Oui, paresseux, parce que j'ai été vu au spa avec mon épouse. C'est impardonnable, ça? Ben, non, mais c'est en train de... Parmi d'autres spins, là. Soupe au lait, c'était suite à une question au premier ministre dans le cadre duquel il ne me répondait pas. Il restait 20 secondes ou 15 secondes, puis j'ai juste laissé tomber. Vous noterez qu'en chambre, des 3 chefs d'opposition, entre Marc Tanguay, Ruba Gazal et moi, la personne qui utilise le moins de décibels, c'est-à-dire qui est le moins fâché, c'est clairement moi. Là, je veux dire, j'ai un ton relativement posé. Mais j'en ai plutôt sur l'irritabilité. C'est pas dans l'irritabilité que je me permets de répliquer aux médias sur une base régulière. J'entends ça. Et c'est interprété... Non, ils ne sont pas habitués du tout. Je le fais jamais de manière... En tout cas, des fois, peut-être, je réagis avec certains mots que j'aurais pu retenir, mais encore là, c'est intellectuel et poli. Là. Quand j'écris des textes, là, c'est pas pour... c'est pas ad hominem, c'est pas une attaque contre les individus. Mais en effet, j'ai une tendance à rectifier lorsqu'un fait est erroné à mes yeux. Et pour moi, ça fait partie de la démocratie. Si le média a pour rôle de décrire les faits et de rappeler à l'ordre le politicien lorsqu'il dit quelque chose d'absolument erroné, pour moi, l'inverse, c'est vrai aussi, et ça fait partie du dialogue. C'est-à-dire, si un chroniqueur écrit quelque chose d'absolument faux, on peut le remettre à on peut sa juste place prendre... Bien évidemment, ça vient avec ça, là, parce qu'à l'époque... Ça étant le téléphone. Ben oui, ça étant le téléphone. À l'époque X, Facebook, etc., on ne voyait pas ça. Aujourd'hui, je réponds pas à tout, mais lorsque je trouve que ça vaut la peine, je me permets de répliquer. Et c'est interprété par certains qui peut-être n'apprécient pas que le boomerang leur revienne. D'être recadré. D'être recadré, c'est interprété comme de la chicane, de l'irritabilité, Mais en fait, c'est simplement le service de la vérité. Pas que je détiens la vérité, mais que si j'ai un désaccord avec ce que le média vient de dire... Vous allez l'exprimer. Je vais dire, c'est inexact. Et voici en quoi ça ne tient pas la route. Voici en quoi j'ai un problème avec ça. Et ça semble être... nouveau, alors que pour moi, c'est tout naturel, tant que c'est pas personnel, une fois de temps en temps, de recadrer en disant « Vous avez écrit un papier qui est absolument pas fondé, voici pourquoi. » C'est pas de l'irritabilité, c'est la volonté que le débat démocratique demeure dans l'argumentaire fondé sur des faits, sans quoi ça peut dévier très rapidement cette histoire-là. Il y a, selon vous, des fois un esprit de meute qui anime les journalistes? Oui. Je mentirais si je disais que non, mais je si je pose la question, c'est que je peux imaginer que ça soit ainsi perçu. Pas contre le Parti québécois spécifiquement. Regardez l'effet de meute sur Mark Carney au début de la campagne sur Carney. Tu as un homme qui sort de l'Angleterre dont on ne connaît rien et qui, essentiellement, durant la campagne, dit « Moi, je vais continuer les politiques de Justin Trudeau. » Je vous le dis, là. Je vais continuer les niveaux d'immigration insoutenables. Je vais continuer l'endettement. Je vais tout continuer. Taxe carbone, non. Sauf la taxe carbone. En effet, il est allé chercher ça de Poilievre. Mais en général, sur le Québec, il a aussi dit qu'il n'était pas Justin Trudeau. Ben oui, monsieur, pour ce que ça vaut, là. Il y a un clin d'œil quand je vous dis ça. Ben oui, évidemment, c'était son conseiller. Ça ne s'invente pas, mais tu sais, sur les demandes du Québec, exemple des fois de l'effet là, de tout le monde dans la même direction, là, il y a eu une période où est-ce qu'il n'y avait rien qu'on pouvait dire sur Mark Carney, c'était la plus belle chose
qui nous était jamais arrivé. Alors, c'est plus l'esprit de meute, donc, c'est l'esprit moutonnier, là. Je ne veux pas utiliser ces mots-là parce qu'on va me faire payer le prix. mais tout ça pour dire que Mais je peux vous arrêter là-dessus? Oui. Quel prix et pourquoi ne serait-il pas possible de dire les choses telles qu'on le pense? Oh, mais je l'ai fait souvent, mais soyez juste conscient qu'il y a un prix à payer, dont celui fois... de l'irritabilité dont vous venez de me parler. Donc, c'est qu'à chaque fois que je décide d'aller à contre-courant puis de dire, ben moi, ça va être ça, puis vous pouvez m'envoyer plein de papiers, je vais vous répondre parce que je suis en désaccord. Faut y aller avec modération quand même, parce que si je le fais trop, mais peut-être certains de vos collègues vont dire « Ah, mais PSPP, il n'est pas... il n'est pas cool avec nous. Il n'est pas normal. » Mais bon, je pense être très respectueux de chacun dans le domaine médiatique. Et je pense sincèrement que notre situation au Québec est vraiment meilleure qu'ailleurs en Occident, ce qui me permet justement de rentrer en débat. Ouais, en termes de qualité... ou de bonne foi des gens que j'ai devant moi sont tough. Là. À l'Assemblée nationale, c'est pas une partie de cartes. Là. Mais est-ce qu'ils sont de bonne foi? Moi, j'ai confiance, puis ça me permet justement de rentrer en débat ou en dialogue lorsque je le juge nécessaire. Est-ce que c'est nouveau, puis c'est un peu inédit ou dérangeant? Peut-être, mais c'est mon style. Puis je pense que les gens, à terme, vont aussi se rendre compte que je suis comme ça, mais que je suis pas méchant pour autant. Là, mais j'ai jamais présumé derrière Il y a simplement la volonté de débattre et de rectifier lorsque c'est nécessaire. Vous êtes chef. On aura à nouveau à se prononcer sur votre rôle de chef. Peut-être même on aura à se questionner sérieusement plus, en tout cas que les dernières fois, sur votre capacité à devenir premier ministre, puisque dans les sondages, vous êtes premier. Si on était avec vos parents, vos intimes, et qu'ils étaient très, très, très candides, ils diraient, alors, il y aurait la liste des qualités. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour être premier ministre, mais s'il y avait 2 ou 3 ou une affaire contre lesquelles il nous mettrait en garde si vous étiez candide, ça serait quoi? Dans le poste si c'est pas l'irritabilité. Dans le poste... Non, il ne dirait pas irritabilité. Donc, si c'était pas ça... C'est pas ça qu'il dirait. Mais moi, je suis toujours curieux de notre capacité à nommer nos angles morts. Oui, mais c'est sûr que quand tu es en politique, c'est comme quand ils te demandent en fin de session c'est quoi ton erreur ou ton mauvais coup. C'est gros comme un ballon de plage, là. C'est un piège à ours parce que si jamais tu leur dis... Mais moi, je suis à mes tout débuts dans le monde de l'entrevue, donc les ballons de plage, c'est la seule chose que je sais. Oui. Mais ça m'intéresse. Non, mais vous comprenez mon point, là. C'est-à-dire qu'ensuite, il peut en découler un spin de 2 semaines. Donc, il faut toujours y aller. Mais je vais répondre à votre question. Je pense que ce qu'il me répète souvent, puis c'est un fait, c'est pas une hypothèse, c'est que j'ai une tendance à prendre les choses au premier degré. Je pense pas qu'on peut... On peut me trouver bien des défauts, mais on peut pas dire que je suis un gars cynique. Je suis très, très au premier degré. Ça explique ce dont on vient de parler. J'ai une tendance à dire, ben non, c'est pas ça. Je vais vous mettre ça par écrit, puis ensuite les gens jugeront. Mais ça me tient à cœur pour vrai, et ça peut, sur le long terme, poser un défi. Parce que ce qu'on me conseille, tant sur le plan familial que des conseillers qui me veulent juste du bien, c'est de dire, ben oui, tu as raison, puis non, on ne devrait pas, dans une société idéale, avoir telle situation. Mais Paul, tu ne peux pas mettre 100% de ton énergie tout le temps partout parce que tu as une responsabilité à moyen long terme. C'est un peu comme dans un match de soccer. Tu ne peux pas courir à full pin, comme on dit en québécois, 90 minutes de suite. Il n'y a personne qui peut faire ça. Et c'est là que le dosage, compte tenu des ressources limitées dont on vient de parler, devient un défi. Moi, c'est ce que ma famille me dit quand ils me voient le plus souvent. Puis, trop premier degré. Mais trop intense. Il m'exhorte à prendre de la distance puis à accepter que des fois, quelque chose n'a pas de bon sens, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout régler, on ne peut pas... Donc, il y a de ça, mais si on prend le Paul de 2016, première course à la chefferie du Parti québécois, dans le cadre duquel j'obtiens 6,7, 6,9 %. Êtes-vous un bon perdant? Oui, cette fois-là, oui. Des fois moins, mais cette fois-là, on peut dire que j'ai tenu mes engagements. Les gens voulaient que je reste, même si je m'étais fait écraser. Non seulement je suis resté, mais j'ai fait oser repenser le PQ. C'est devenu le PQ d'aujourd'hui. À l'invitation du chef. À l'invitation du chef Jean-François Lisée. Mais tout ça pour dire que réussir à garder un rythme
où est-ce que des fois, on en laisse passer, des fois, même à l'interne aussi. Dans chaque partiel, dans chaque point de presse, j'ai un souci de donner 100%. Et à un moment donné, le changement social ne s'opère pas en 6 mois. Si on veut réussir quelque chose dans une société, il faut être capable de maintenir le rythme pendant toute la partie. Est-ce que vous vivez bien avec la critique? Parce qu'un politicien qui aspire au plus haut sommet sera critiqué et il se trouve que des fois, les gens ont raison. C'est-à-dire qu'ils nous disent des choses. Puis plus on s'élève, moins on a envie d'être ouvert parce qu'on ne veut surtout pas donner l'impression qu'on n'est pas à la hauteur du rendez-vous. Oui, mais je pense que évidemment, là, je vais être critiqué, puis je le suis déjà, là, mais je vais donner plein d'exemples. Puis j'en laisse passer, c'est mon quotidien. Là. Je veux dire, tu te lèves le matin, puis là, ben, quel parti t'attaque? Là? C'est ça mon quotidien à l'Assemblée nationale. J'adore, en passant, j'aime beaucoup plus les campagnes électorales que ce jeu. C'est ce que vous dites depuis toujours, que la campagne, elle est claire, elle est simple. C'est tellement le fun. Premièrement, les Québécois écoutent. Donc, on peut pas se plaindre au Québec d'avoir une population qui n'est pas à l'écoute. Lorsqu'il y a une élection, tout le monde fait ses devoirs, les taux d'écoute des débats sont élevés. Tu as une journée, tu as une proposition, puis tu peux expliquer ce que toi, tu voudrais faire. Donc, imaginez le jour et la nuit. Tu as un environnement où est-ce que tu parles à la population de ce qu'on pourrait faire. Puis tu as l'autre environnement où tout le monde te scrute dans tous les angles pour te prendre en défaut sur des fois des niaiseries, là, mais vraiment des niaiseries. Des bêtises? Ben, tu sais, des affaires, là, des spins, là, toutes sortes de patentes. Des affaires. Ben oui. Tu te détaches beaucoup dans cet environnement-là d'une discussion de fond sur telle politique ou telle politique, mais qu'est-ce qu'on peut changer, ce que vous me etc. dites très clairement, c'est que par moment, sinon souvent, la politique ne se fait pas sur le fond, mais sur les vétilles. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Surtout l'Assemblée nationale, là, ce jeu partisan de questions en chambre où personne ne répond à la question que tu as posée. Puis que c'est vraiment genre, je te pose une question, tu me lances de la boue. Puis la plupart des gens, d'ailleurs, tout parti politique confondu, sont ressortis de cet exercice-là en se disant, là... Pas constructif. Pas constructif. Puis en même temps, j'ai eu ces débats-là avec des gens qui ont beaucoup d'expérience puis qui me disent, il y a quand même une valeur à discipliner le gouvernement avec des questions embêtantes, parce que ça oblige un gouvernement confortable à dire, si je ne m'occupe pas de ça, les choses pourraient mal virer. Donc, peut-être qu'il faut simplement accepter que la démocratie, elle a un côté violent et que cette violence-là est meilleure, vaut mieux que la violence du Moyen Âge ou des révolutions ou des régimes totalitaires où là, ce sont des vraies personnes qui sont l'objet de violence. À l'Assemblée nationale, c'est de la violence sur le plan verbal, des échanges, mais ça vaut mieux comme système d'en demeurer à ce genre d'affaires-là que ce qu'on voit dans des régimes non démocratiques. Il y a des risques de débordement violent parce que, justement, la démocratie est malmenée chez nous, au Québec ou ailleurs en Occident, parce que il se trouve qu'en ce moment, je vis dans un pays qui est un baril de poudre, littéralement, la France. Oui. On est à une étincelle que ça explose, un mécontentement, une détestation violente de l'adversaire politique. On n'est plus juste dans les échanges musclés, ça a dépassé ça. Les États-Unis, c'est aussi très musclé. En Angleterre, parce qu'il y a une exception québécoise où, au contraire, il y a un risque aussi. Oh non, il y a un risque. Il y a définitivement un risque, mais il y a une exception québécoise également. Parce que des fois, moi, j'ai l'impression qu'on est bisounours, qu'on se dit, ça n'existe pas, ici, tout est cool, on va trouver des solutions pacifiques à tout. Et je dis, attention, si on n'est pas attentif, on peut l'échapper. Bien, c'est comme il y a 10 ans, dire à Montréal, c'est une ville sécure, donc tout ce qui se passe aux États-Unis en termes d'armes à feu et de violence, ça n'arrivera jamais chez nous. C'est comme de dire les propos ou les débats véhéments sur les médias sociaux, c'est ailleurs, mais c'est pas chez nous. C'est que souvent, le Québec a une capacité de résister dans le temps, une certaine période de temps. On voit également une atténuation de phénomènes beaucoup plus aigus. Donc, c'est le même phénomène, mais au Québec, on va l'avoir peut-être un peu plus doucement. Mais demeure que non, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Puis c'est là que j'ai toujours pensé que le Parti québécois se voulait d'abord et avant tout un parti démocrate, c'est-à-dire qui veut maintenir la démocratie, même dans des échanges corsés qu'on peut avoir avec d'autres partis, avec des médias. C'est de refaire un vote envers la démocratie que d'échanger sur le plan des idées ou sur le plan des faits. Là où ça chire complètement, on parle de la France.
c'est lorsqu'en fait le dialogue n'est plus possible. Il est n'y a rompu. plus de débat, il est rompu et c'est des propos absolument haineux qui substituent l'argumentaire. Et il y a ce phénomène justement de décalage avec les faits aussi, de microcosmes très, très idéologiques qui sont rendus dans un relativisme factuel et moral total. C'est-à-dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai n'a plus d'importance. C'est vraiment de écraser l'autre, cette dynamique antifa extrême droite là, qui s'alimente et qui est étrangement similaire là, dans les comportements. C'est comme si c'est le fameux fer à cheval qui se rejoint au même endroit. Là. C'est plus de la droite et de la gauche qui se C'est font juste la une lutte. pensée totalitaire, une pensée inflexible, incapable de dialoguer. Donc, pour revenir à ma conception de la démocratie, pour moi, débattre, offrir une réplique, c'est un vote de confiance envers l'institution avec qui j'accepte de débattre comme on fait en ce moment. Parce que si je n'ai aucune confiance et je ne crois pas à la démocratie, j'argumenterai pas, j'essaierai d'écraser. Alors que une croyance en la démocratie, ça veut dire que tu as du temps pour débattre. Et non, je ne suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est un fait erroné, etc. Pour moi, c'est ça, la vie démocratique, que d'autres pays sont en train de complètement échapper en ce moment, dans cette polarisation. Dans un monde parfaitement démocratique, le Canada s'offre à l'idée que votre projet politique, je parle de ça, puis j'ai l'impression que ça fait des siècles que je n'ai pas parlé avec un politique du Parti québécois qui met au cœur et à la périphérie de sa proposition l'idée de faire un pays plus tôt que tard. Dans un monde parfaitement démocratique, le Canada accepterait cette idée et s'inclinerait si vous deviez avoir raison, ou vous pensez qu'au contraire, on peut tordre le cou au processus démocratique au nom de l'unité du pays? Le Canada est un pays qui a ses propres enjeux en ce moment. Donc, il est lui-même en évolution. C'est pas rien lorsque Pierre Poilievre a décidé que sa campagne portait sur le concept de « Canada is broken ». C'est un fait. Que le Canada est cassé? Oui, il n'a pas gagné pour autant, mais prenez... Il a raison quand il le dit. Ben, c'est symptomatique là, qu'un politicien qui aspire à être premier ministre du Canada parle d'un Canada brisé, que plusieurs autres provinces canadiennes n'attendent plus le Canada dans leur représentation auprès des États-Unis, donc se comportent essentiellement comme pays, que l'indépendantisme soit presque aussi fort, même dans certains sondages, plus fort en Alberta qu'au Québec. Donc, quel sera ce Canada qui se voulait un Canada post-national, là? C'est-à-dire que sous Trudeau, on a déconstruit le Canada pour en faire une espèce d'agglomération de communautés culturelles, de groupes qui vivent un à côté de l'autre, mais avec une volonté explicite de ne rien avoir en commun. Ce Canada post-national, Mark Carney essaie de le récupérer. Il a sorti à date le roi d'Angleterre pour essayer de créer un sentiment national. Là, mais et au-delà de ça, pour montrer aux Américains qu'on était vraiment souverain. Ben voyons donc. Donc, ce sont des cartes assez faibles qui, à mon avis, sont symptomatiques de dynamique qui m'amènent à penser qu'il ne faut pas présumer que le Canada va être en mesure ou vouloir tout jouer advenant un vote québécois pour que le Québec devienne un pays, parce que ça se peut très bien que d'autres régions du Canada constatent cela puis disent, ben nous autres aussi, on était pas mal rendus là. Est-ce qu'on peut se parler directement au lieu d'avoir un interlocuteur qui abuse de ses pouvoirs, qui abuse de la Constitution, qui prend la moitié de nos impôts puis qui la dépense n'importe comment? Il y a des similarités très intéressantes en ce moment entre le discours traditionnel de l'indépendantisme québécois, qui est un solo québécois, qui était à l'origine un solo, et maintenant le discours qu'on entend ailleurs dans le Canada, les mêmes constats, la même volonté de réformer ce qui est un abus de pouvoir par rapport à ce qu'aurait dû être le Canada à sa fondation. Rappelons qu'à l'origine, le fédéral n'était même pas censé prélever des impôts. C'est pour te dire à quel point on est loin. Puis on est toujours dans des cycles... C'était vrai aussi aux États-Unis qu'à une époque, il n'y avait pas d'impôts prélevés et que les guerres aidant et autre chose, l'État se fait de plus en plus prédateur et vient chercher dans nos poches les sous qui lui permettent d'assumer tout son pouvoir et davantage. Mais là, on est à l'époque où on n'est plus capable de financer des hôpitaux, des soins de santé, éduquer nos enfants. Donc, la question du gaspillage puis de la non-raison d'être d'un gouvernement de trop par-dessus notre véritable gouvernement se pose avec plus d'acuité, d'urgence, à savoir, pourrait-on faire quelque chose de plus intelligent avec le 90 milliards qui est envoyé à chaque année à Ottawa? Mais donc, l'indépendance... Et moi, je prétends que oui. C'est un calcul comptable. On fait l'indépendance pour être plus efficace.
pour moins dépenser ou mieux C'est un dépenser? élément qui n'existait pas et qui devient de plus en plus pesant. Mais est-ce Évidemment, que c'est les fondamentaux demeurent. Là. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a certains sujets sur lesquels on est mieux en selle? Les Québécois sont peut-être, apparemment, peut-être qu'ils se trompent, mais moins aliénés qu'ils l'étaient il y a 60 ans. Plus en possession de leurs moyens, de leur souveraineté culturelle. Vous me direz que nous sommes battus en brèche, mais on s'est quand même donné des outils. Et moi, je trouve que c'est symptomatique qu'on parle d'abord d'économie et de mauvaise gestion sur 2 étages des finances collectives que de culture et de ce qui alimentait l'espoir du pays en 1976. Jamais René Lévesque a parlé de comptabilité. Non. Je pense qu'il y a évidemment une situation qui est en évolution. Donc, les fondamentaux demeurent. C'est le fait qu'il n'y a pas d'avenir linguistique et culturel pour les Québécois dans cet ensemble-là canadien. L'autre fondamental, c'est que c'est pas démocratique d'avoir un Parlement dans le cadre duquel tu as juste 20 des sièges décider à ta place sur un paquet de sujets névralgiques. Ça pose problème. On appelle ça un conflit d'intérêts. Ensuite, il y a une question de justice. Si on remonte aux Patriotes, là, c'est une quête légitime qui doit avoir lieu si la vie collective d'un peuple a un quelconque sens. On a répondu 2 fois quand même. On a répondu 2 fois, mais disons que dans ma perspective, non seulement l'évolution d'un peuple est itératif, mais il faut voir aussi qu'au-delà des apprentissages ou de l'évolution dans une direction, il faut se poser la question sur quelle base est-ce qu'on a voté non. Dans le sens en 95, vous avez voté non, vous? J'ai voté oui à 18 ans. Oui ou non? Ah oui. Oui. Parce que, oui, au point où mon père a refusé d'aller me mener au bureau de scrutin. Parce que lui, il ne voulait pas? Ah, lui, il allait voter non, puis on s'est engueulé. Puis il a dit, tu vas marcher. Et donc, il a fallu que je marche. Lui, il est parti en voiture. Et ça, je l'ai dit très souvent. Mon père a une carte de membre du Parti québécois aujourd'hui. Heureusement pour moi. Mais est-ce qu'il a été difficile à convaincre? Non, c'est des discussions un peu tristes, mais plusieurs Québécois de la génération boomers ont cru de bonne foi que le Canada était réformable d'une part et que c'était la chose prudente à faire pour l'avenir du Québec. Et malheureusement, le Canada s'est avéré vraiment prédateur sur le plan des pouvoirs du Québec et des autres provinces, là, c'est-à-dire un empiètement, mais inimaginable à l'époque. Si on se place en 95, qui aurait cru que le fédéral aurait été aussi agressif que le scandale des commandites, ensuite l'empiètement sur tous les pouvoirs décisionnels du Québec à travers le pouvoir de dépenser, c'est-à-dire ils prennent l'argent dans nos poches, puis ensuite ils disent, si tu veux avoir ton argent, c'est moi qui décide, voici mes conditions, et ils se sont mis à faire ça de manière extraordinairement forte. Ensuite, les décisions sur l'immigration, là, vraiment des politiques contraires à la volonté démocratique des Québécois, mais contraires à notre capacité d'accueil, le recul du français. Si on avait dit tout ça aux Québécois de 95, on va y arriver, mais juste dire sur le sujet de... Ouais. Si on avait dit tout ça aux gens qui ont voté en 95, voici ce qui vous attend dans le Canada, le oui serait rentré avec une majorité écrasante. On peut refaire l'histoire, évidemment, de 1000 façons en disant mais c'est pour ça que je veux refaire avant la guerre, mais c'est pour ce que l'on a su après, on l'aurait peut-être pas déclenché. Mais c'est pour ça que je veux refaire l'histoire en donnant un rendez-vous ultime. Mais vous avez eu même des doutes sur la question de la souveraineté après 95, non? Oui, c'est-à-dire que je n'étais pas un militant de l'indépendance ni du Parti québécois. En fait, je n'étais pas dans les instances du tout. J'ai eu comme une vie pré-politique moins engagée. Les circonstances politiques en Amérique du Nord ont été beaucoup bousculées par l'arrivée de Donald Trump. Il parle du 51e État. Il en a beaucoup parlé. Alors, il y en a qui disent que c'est une blague. Mais à répétition, il est revenu là-dessus. Fort d'un instinct, qu'il y avait peut-être des bouts de pays qu'il pouvait aller chercher. Dans ces circonstances, est-ce que le pays est un malade en sursis, le Canada? C'est-à-dire qu'à terme, parce que vous parliez de l'Alberta, est-ce qu'il y a un démembrement qui est annoncé d'une manière ou d'une autre avant même de savoir ce que le Québec va vouloir et faire? Bien évidemment, essayer de prédire l'avenir avec Donald Trump, il n'y a personne, en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un allié dans ces circonstances-là? Soyons sérieux, là. Il ne va pas s'opposer il y a deux comme menaces. Bill Clinton en 1995. On sait qu'en 1995, les États-Unis étaient complètement alignés avec Ottawa. Je ne sais pas ce que Donald Trump dirait ou ferait
par rapport à cette question-là, surtout que il dit quelque chose une journée, que va-t-il dire la semaine suivante? C'est difficile à suivre. Les États-Unis, il y a 2 menaces qui ont structuré la dernière élection fédérale puis le début de l'année. La première, c'est la menace d'annexion. Puis une annexion, mais ça passe par le militaire. Et ça, que le Québec soit indépendant ou que le Canada soit uni, on oublie ça. Il n'y a aucune chance que le Canada offre une résistance, à mon avis, à la plus grosse puissance militaire du monde. Donc, vous me dites que vous, à un moment donné, vous avez pensé qu'il était possible que dans son entendement, il fasse main basse sur le pays? Tout le monde s'est posé la question, est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Puis là, évidemment, c'est pas ça qu'il répond, là, donc en toute équité, il n'a pas dit ça. Mais il y a eu toutes sortes de gestes symboliques et cette insistance qui a créé un inconfort légitime dans la population. Mais je reviens donc à l'opportunité d'affaires du point de vue du Parti québécois. Puis c'est cyniquement dit, mais ce n'est pas comme ça que je le ressens. Est-ce qu'avant 2028, il n'y a pas une fenêtre d'opportunité pour un éventuel gouvernement du Parti québécois, sachant que la résistance des Américains ne sera pas celle qu'on a connue historiquement, et peut-être même qu'il deviendrait un allié? C'est pas tant ça. C'est la réaction du Canada à cette menace-là qui, à mon avis, est pertinente pour le projet d'indépendance du Québec. Parce qu'on a fait pays dans les dernières semaines? Il y a un État post-national complètement déstructuré qui, tout d'un coup, s'est mis à prôner la souveraineté des peuples. Jean Chrétien, Jean Charest sont tous sortis là, pour dire la souveraineté territoriale et la souveraineté du peuple canadien, ça a une valeur. Tout ce qu'on nous avait dit était refermé sur soi, reclus, retardé, là, a été repris par le Canada en désespoir de cause. Pendant qu'on disait ça officiellement, comme je vous disais tantôt, les provinces n'ont pas considéré le Canada dans leur réponse aux États-Unis. On a vu là, même l'île du Prince-Édouard former son équipe pour aller négocier directement avec les États-Unis. Donc, c'est une réaction qu'il faut vraiment prendre. C'est un fait nouveau qui est très pertinent. Et ensuite, la suite, c'est bizarrement le même régime. Donc, Mark Carney est dans la continuité, quelques exceptions près, et veut être dans la continuité de Justin Trudeau. Et ce régime-là nous dit, nous, on veut y aller avec une autre vague de centralisation. Et pour nous, le Québec n'est pas dans l'équation au point qu'on va vous amener, par exemple, c'est très symbolique, mais quand même, on vous amène le roi d'Angleterre au jour 1 de notre législature parce que ça, c'est l'unité canadienne. Moi, c'est la réponse du Canada, parce que ça nous dit qui est le Canada, la réponse du Canada à cette menace-là qui est importante, pas tant que je vois une opportunité ou non dans une conjoncture politique aux États-Unis qui pourrait être très différente au terme des midterms, au terme de... Moi, je vous envoie le ballon de plage que vous attendez nécessairement. Votre allié politique, M. Blanchet, chef du Bloc, a cru à ce qu'il y avait péril à la demeure et que le plus grand service qu'il pouvait rendre à ses électeurs, et encore une fois, il n'y a pas d'ironie, c'était de faire corps avec Mark Carney en disant, il y a une menace commune, puis on est des alliés dans les circonstances. D'abord, c'est qui le patron des forces souverainistes? Est-ce que c'est le chef du PQ ou le chef du Bloc? Tu as 2 partis indépendantistes qui ne jouent pas sur la même patinoire suivant des règles du jeu différentes. Pour moi, ici au Québec, et donc, Québec, c'est la patin courte piste. Ça joue du coude. C'est très... Et Ottawa, c'est longue piste. Oui, c'est d'ailleurs, plus c'est élégant. pas le même ton non plus. C'est pas le même... tout est différent, donc... je n'ai pas la prétention d'être le patron du Bloc dans le sens où c'est pas à moi de dicter le... Mais vous aimeriez ça. C'est pas tant ça, c'est que... Étant donné que la cohérence de mon action politique est vraiment au cœur de ma démarche, là, c'est quelque chose que je veux pas compromettre d'aucune manière. Il y a un certain nombre de choses que j'ai déjà dites et qui sont fondamentales pour moi. Si un parti politique cousin comme le Bloc, sur une autre patinoire dans un autre sport, le courte piste, comme vous dites, ou la longue piste, puis moi je fais du courte piste, si eux décident d'adopter une autre stratégie, c'est correct, mais ça limite, comme je l'ai expliqué, ce que moi je peux faire. Parce que je peux pas non plus non seulement dire l'inverse de ce que j'ai dit, mais devenir une distraction, parce qu'il faut comprendre que dans une campagne électorale, si tu mets 2 chefs côte à côte puis ils disent pas la même chose, le barbecue, il va s'enflammer assez vite. Là. Donc, est-ce que le barbecue s'est enflammé? Ben non, vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis demeuré absolument silencieux. J'ai pas... Mais on a senti la fumée vous sortir des oreilles. J'ai fait une intervention pour dire faut voter Bloc parce que
Mark Carney vient de nous dire qu'il va continuer les politiques. Pour l'essentiel, il va continuer les politiques de Trudeau. Donc, moi, ce que je souhaitais, c'était la balance du pouvoir au Bloc. Je suis intervenu en ce sens-là. Mais quand les journalistes m'ont demandé pourquoi j'en avais pas fait plus, je leur ai dit que j'en ai fait plus que la dernière fois, que l'autre fédérale précédente. Puis qu'également, bien, chaque parti est en maître de sa stratégie. Il y a des... S'il y a des divergences, il y a des limites aussi à ce que je peux Ça existe faire. aussi des atomes crochus ou non entre deux chefs? C'est-à-dire que... Oui, mais sur le plan personnel, à chaque fois que j'ai passé du temps avec Yves-François, c'est très facile. Là. C'est une personnalité très... Mais il y a eu des problèmes d'arrimage, c'est l'expression que vous aurez choisie. C'est comme la navette... Mais c'est une question de doctrine. Si un parti a comme doctrine qu'on peut et qu'on va collaborer avec le régime PLC Mark Carney, dans des circonstances qui s'expliquent, puis pour des raisons qui s'expliquent, puis que moi, je dis l'inverse depuis 2 ans, il faut juste le constater. Est-ce que ça nous empêche de s'unir autour du concept d'indépendance lorsque la question sera matérielle et immédiate? Moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétude. Tu sais, les discussions que j'ai avec l'ensemble des bloquistes, je doute pas qu'Yves-François Blanchette est indépendantiste. Je doute pas des convictions de ces députés-là. Donc, Mais des problèmes de doctrine aussi fondamentaux, ça me donne l'impression, si on reste dans le registre de l'Église, d'un quasi-schisme, là. Ouais, un peu comme le luthérianisme et le calvinisme. Oui. Vous avez l'air pas mal en Calvin. Pas tant. C'est pas propre à... J'ai pas pu résister au jeu de mots. Pardonnez-moi. Elle était très bonne, mais c'est pas propre à nous deux. C'était vrai dans les autres générations. Il n'y a rien de neuf. J'ai vu Parizeau et M. Bouchard danser une danse complexe. Oui. Et même M. Parizeau s'effacer pour permettre à Bouchard de prendre la place. Pour fermer ça, là, je suis allé le plus loin que moi je pensais pouvoir aller, sans me contredire puis sans nuire. Et j'ai pas nui à la campagne du Bloc d'aucune manière. C'était très important pour moi. Pour la suite, si vraiment il y a un rendez-vous matériel avec une date spécifique où le Québec est devant son destin, est-ce que j'ai le moindre doute que le Bloc sera au rendez-vous puis va agir en indépendantiste? J'ai aucun doute. Donc, tout ça est très sympa pour le commentariat et l'analyse politique. Mais est-ce que, dans l'avenir, je doute de notre capacité à tous ramer dans la direction d'un rendez-vous historique? J'ai pas de doute. J'ai jamais pensé qu'on pourrait aussi longtemps parler de ce qui me semblait virtuel, c'est-à-dire le projet de mettre à l'agenda politique la question de la souveraineté. Je conteste pas l'envie, l'ambition. Mais je le fais pas parce que c'est une opportunité politique. Hein? Il y a un prix politique à ce que je fais. Ah, je le mesure très, très bien. Parce que si je disais changement, puis après je disais à la population, mais faites-vous-en pas, il n'y aura aucun changement. Tu mets changement partout. Là, je rentrais, là, on verrait les sondages du Parti québécois passer la barre du 40 %. Là. Il y a un moment donné, il y a eu trop... Comprenons-nous, parce que c'est des fois entre les lignes qu'il faut trouver la vérité de ce que... Pas la vérité, mais l'essence de ce que vous dites. Si vous étiez à annoncer aujourd'hui, oui, peut-être un référendum, quand les circonstances nous permettront de penser qu'on peut le gagner, et s'il le faut dans un deuxième mandat, vous auriez de meilleurs sondages. Je constate que Philippe Couillard a dit on va s'occuper des vraies affaires. Donc, tasser ces questions-là, puis par magie, avec les ressources qu'on a dans le contexte qu'on connaît, on va arranger les choses. Ça, c'était Philippe Couillard. François Legault a fait la même chose. Il a dit on suspend ces questions-là pour 10 ans, mais vous allez voir, changement, là, puis on va vraiment faire des gros gains dans le Canada, tout ça. C'était tout faux. C'était tout... Donc, nommer les choses, et donc nommer la nécessité d'un changement réel... Politique. Je fais juste dire, ça m'aide pas dans les sondages, mais je considère que c'est absolument nécessaire pour quiconque prend ça sérieusement. Et pour toutes les raisons qu'on a nommées, financières, linguistiques, culturelles, politiques, les politiques internationales en immigration. Mais moi, je vais vous parler très concrètement. Là. Aller chercher des vedettes, des gens qui ont beaucoup à perdre, des salaires, comme celui que vous faisiez avant d'être politique, et je ne vous accable pas en disant que vous gagnez mieux comme avocat votre vie. Ouais. On s'entend que c'était pas mal mieux que comme député. C'est le cas d'Alex Boissonneau en ce moment. Il gagnait pas mal plus d'argent comme animateur vedette de Radio-Can. Donc, c'est un choix. Mais quand vous voulez recruter, le pouvoir, c'est un élément important. Et être un parti de pouvoir, c'est pas la pire des choses, en disant on va apporter des pratiques différentes, on sera meilleur. Et puis l'indépendance, on verra
je dis d'ailleurs indépendance, je n'ai pas dit souveraineté, on verra plus tard ou quand ça sera le bon moment. Mais c'est une façon d'acheter du temps et d'avoir peut-être avec vous dans l'équipe des gens qui ne vont pas risquer leur carrière pour un projet politique difficile, sachant que d'être ministre ou au pouvoir à tout le moins, c'est pas pire. Je suis pas le bon gars pour faire ça, je suis désolé. OK. Donc, quand on va venir... On a perdu trop de décennies où clairement il y a un recul linguistique et culturel, des problèmes financiers qui découlent du Canada. On n'est plus à l'étape de dire, regarde, on va flotter un autre 10-20 ans, puis on va faire semblant que la situation est viable. L'autre élément, qui, je pense, respectueusement soumis, est erroné dans l'affirmation que vous venez de faire, c'est que le fait de servir réellement l'indépendance du Québec amène du talent et du capital humain comme t'aurais jamais si ce n'était pas de cette question fondamentale-là. Donc, quand tu attires un Pascal Paradis qui était à la tête d'Avocats sans frontières pendant des décennies, quand tu attires Catherine Gentilcorps qui était PDG d'une entreprise, quand tu attires Alex Boissonneau qui était en tête des sondages dans la matinale à Québec, qui n'a aucun intérêt ni financier ni à quelconque niveau, c'est parce que tu as une cause et qu'il y a des gens de talent qui se disent cette cause-là doit triompher, c'est une question de survie, de nécessité. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'en maintenant le cap et en réalisant ce projet-là, on attire les meilleurs éléments de notre société, ou en tout cas, une partie des meilleurs éléments qui autrement n'auraient pas servi parce que la politique ordinaire est ce qu'elle est. Là, c'est toute la première partie de l'entrevue où est-ce qu'on disait, ça peut être lourd, puis c'est beaucoup de... vous avez dit enfantillage. Pour plusieurs, c'est une carrière qu'ils ne considéreraient pas, mais que si on peut vraiment contribuer à la fondation d'un pays qu'est le Québec, là, il y a des gens qui disent un instant, là, j'ai du temps. Et au nombre des outils qui semblent, en tout cas parce que vous m'avez parlé de mieux dépenser notre argent d'enjeux culturels, vous ne m'avez pas parlé d'immigration, c'est au cœur de votre discours, tellement qu'on vous fera des procès en racisme, puisque... On me les fait, moi. On me les faisait au début quand j'étais tout seul à tenir le discours qu'il se passait quelque chose de pas normal. Il se trouve qu'à peu près partout en Occident en ce moment, et les partis les plus progressistes aussi ont pris conscience ou ont décidé en tout cas d'intégrer dans leur discours que tant et aussi longtemps qu'on ne peut pas justement intégrer de nouvelles populations, il risque d'y avoir des heurts, des difficultés et du ressentiment. Est-ce que c'est pour vous un des ingrédients fondamentaux pour justifier aujourd'hui peut-être le contrôle de nos frontières et de nos politiques d'immigration? Ah oui, parce que dans ce qui a changé depuis 1995... Donald Trump avait raison en faisant... Je ne vous demande pas de dire que vous alliez ou vous auriez voté pour Donald Trump aux États-Unis, mais il avait raison en mettant le doigt sur quelque chose en 2016. D'ailleurs, j'ai dit quelque chose de controversé quand j'ai dit... Sur les frontières Sur du les Québec. frontières, moi, on m'a posé la question spontanément. J'ai dit, là-dessus, Trump, vous pouvez pas l'aimer, là. Mais c'est dysfonctionnel, la frontière. Puis j'ai pas dit Trump, j'ai dit les Américains, parce que je faisais référence à Obama, Biden, toutes les autres administrations qui disaient la même chose. Donc, sur l'immigration, que ce soit les États-Unis, l'Europe ou le Canada... c'est la question. Il y a une démonstration que les sociétés peuvent pas intégrer si on est dans des niveaux, des seuils qui sont nettement disproportionnés. Et dans le cas du Canada, ce qui est particulier, c'est que c'est absolument délibéré contre la volonté du Québec. Donc, le Québec, sous Legault, à partir de 2018, parce que, ironiquement, c'est François Legault qui aura perdu le contrôle complètement de l'immigration. Sous François Legault, on a accueilli plus d'immigrants que sous Charest et Couillard ensemble. Mais c'est vrai du Canada dans l'ensemble aussi, bon, avec donc une le politique Canada accélérée. Exact. Le Canada a imposé au Québec et aux autres provinces, mais particulièrement au Québec à travers l'épisode Roxham, imposer un flot migratoire dans un modèle... Donc, Roxham, pour vous, c'était consenti. C'est-à-dire que c'était... Non, consenti au sens où ça faisait... Tu as le tweet de Justin Trudeau, puis là, le crime organisé rentre là-dedans, puis fait de la traite de personnes. Puis je dénonçais, puis je me faisais traiter de... Donc, le gouvernement, par-delà la politique dynamique d'immigration légale, parce qu'on fait rentrer légalement beaucoup de gens au Canada, par-delà, Roxham, c'était à dose pas toujours homéopathique, une manière aussi de faire entrer davantage d'immigrants chez nous. Bien sûr. Qui est à les régulariser plus tard. Et de saboter le modèle québécois, de saboter notre cohésion sociale. Parce que le modèle québécois en immigration fonctionnait, somme toute.
pas très éthique, là, parce qu'on allait chercher les meilleurs éléments de pays en voie de développement. Donc, éthiquement, est-ce que c'est juste pour ces pays-là de prendre leurs meilleurs éléments alors qu'ils en ont besoin? On repassera. Mais pour l'intérêt du Québec, tu avais d'excellentes candidatures dans des chiffres autour de 30-35 000, donc qui ne causaient pas de crise du logement. On ne voyait pas de recul du français. C'est un modèle qui fonctionnait. Ce que Justin Trudeau, dans ses presque 10 ans, amène, c'est un sabotage intentionnel du modèle québécois. Ou est-ce sabotage que là, intentionnel, donc c'est une politique, si elle n'est pas officielle, a été avalisée en haut lieu à l'édifice Langevin. On s'est dit... Totalement. Les fonctionnaires fédéraux ont averti Trudeau, ce que tu es en train de faire va créer une crise du logement sans précédent. Puis il a procédé pareil. Et en procédant à travers Roxham puis les aéroports, donc une augmentation notamment des demandeurs d'asile, puis c'est vraiment un détournement de la notion de demandeurs d'asile dont on est témoin, tu sabotes le modèle aussi parce que tu pars d'un modèle où est-ce que tu as vraiment des gens qui sont triés sur le volet, sélectionnés, puis ensuite il y a un processus d'accueil. Puis là, tu as juste du jour au lendemain un peu des gens dont on ne sait peu qui rentrent et qui demandent des services dans l'attente d'un traitement d'une demande qui peut durer 2-3 ans. Donc, on a complètement changé le modèle sans aucun débat démocratique, mais en sachant que le Québec est en désaccord. Et c'est là que François Legault a finalement perdu 7 ans à taper un peu sur la table, dire c'est épouvantable, le fédéral. Avec mais pendant ce temps-là, qui sont les siens. Mais pendant ce temps-là, la situation se détériorait sur le plan justement de cette planification qu'on a déjà eue et qui n'est plus là. Et donc, vous comprendrez ma réaction quand je vois... Puis, en passant, la CAQ, dans les seuils qu'elle contrôlait elle-même, a elle-même monté les seuils, là, à tous les niveaux, là, permanents, mais également du recrutement à l'étranger pour des temporaires. Parce qu'il y avait des besoins de main-d'œuvre aussi à combler. C'est un mensonge que augmenter les seuils d'immigration comble la pénurie de main-d'œuvre. On a publié là, 97 pages avec une dizaine d'études qui démontrent qu'augmenter les seuils, non seulement ne comble pas la pénurie de main-d'œuvre parce que la nouvelle personne rentrant sur le territoire va au moins consommer autant qu'elle ne travaille, mais si tu es en pénurie de logement, ça va accentuer la pénurie de main-d'œuvre et c'est ce que Pierre Fortin a publié dans le Financial Post il y a quelques mois, à savoir que ces données démontrent que les seuils d'immigration rehaussés du jour au lendemain, ce choc démographique, aurait en fait aggravé la situation de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on nous a menti tout le long. Y compris. C'est une fausseté. Et c'est ça qui justifiait là, toujours des seuils plus élevés. C'est ce que Jean Charest avait évoqué à l'origine de sa première hausse de seuil. Il y a quelques semaines, présent à un événement, l'Union des municipalités du Québec avait ses assises et plusieurs maires avec lesquels vous aurez à composer si vous êtes un jour premier ministre disaient « Si on ferme des robinets de l'immigration, ça va être une catastrophe pour nous ». Donc, ils sont, eux, dans le mensonge ou on leur a mal expliqué le film? C'est-à-dire que fermer le robinet. De la même manière qu'on a créé un choc démographique en rehaussant le nombre de personnes sur le territoire de manière soudaine, tu sais, c'est la fameuse notion de stop and go en économie. Créer un choc dans le sens inverse n'est pas plus intelligent, là. Donc, il faut ramener graduellement le nombre de temporaires sur le territoire à un chiffre acceptable, eu égard au logement notamment, mais ça a beaucoup d'impact sur les services également. Mais il va falloir, là où je les rejoins, c'est qu'il y a des secteurs économiques où il faut que tu t'assoies avec chacun des entrepreneurs des entreprises qui se sont créées une dépendance. À cette main-d'œuvre. Si on regarde la même entreprise 10 ans précédemment, il n'y avait pas de main-d'œuvre temporaire, d'immigration temporaire pour soutenir. Mais le fait que la crise de pénurie de main-d'œuvre se soit aggravée dans cette surenchère, fait en sorte que là, ils sont très dépendants. Donc, comment est-ce qu'on fait ce sevrage-là, ce rééquilibrage-là? On est donc comme des drogués. Mais c'est pas tant de sevrage. Ben, sevrage, rééquilibrage. Non, mais le mot est intéressant parce qu'on s'est donc habitué. Pour l'entreprise, pas on, mais l'entreprise, la PME, qui est passée de 0 à 15 employés issus de l'immigration temporaire, en effet, va te dire, en date d'aujourd'hui, si tu m'enlèves tous ces gens-là du jour au lendemain, moi, mon modèle d'affaires ne tient plus. Mais c'est une évolution dans le cadre duquel on a ajouté de la main-d'œuvre bon marché au lieu de se remettre en question sur le plan de l'automatisation, de la productivité, puis le plan du Parti québécois, quand vous feuilletez les 97 pages sur l'immigration qu'on a publiées et qui, à l'évidence, influencent présentement le gouvernement de la CAQ, c'est de dire, évidemment qu'une main-d'œuvre illimitée et peu chère est une solution facile pour l'entreprise qui ne veut pas se poser de questions. Comme un dollar faible. Mais dans quel cas est-ce que
ça a un impact sur la croissance économique et la productivité. Malheureusement, ça n'a pas un bon impact parce que ça permet de contourner des questions plus épineuses de réinvestissement en productivité. Et d'ailleurs, je pense que la réaction d'un gouvernement du Parti québécois qui veut ramener l'immigration temporaire et permanente à des seuils viables, ça va devoir d'être très, très proactif avec les entreprises en automatisation, en productivité et en tout ce qui peut rendre ces entreprises-là plus concurrentielles. J'ai entendu 1000 politiques me faire le pitch de la productivité du Canada, disons, et aussi du Québec. Plus grande productivité, en robotisant, en étant mieux organisé. Et le dollar faible, entre autres, a toujours été le meilleur argument. Si nos produits sont exportés à meilleur prix parce que le dollar est faible, pas besoin de faire d'efforts. Oui. Mais c'est deux sujets différents. Ça me semble très lié à la productivité et à l'absence de choix douloureux qu'on ait fait ou pas fait. Oui, c'est un peu comme le mauvais sort des ressources naturelles. Là. C'est que ça crée un engourdissement si c'est trop facile. Mais la différence avec la productivité, c'est que l'État peut s'investir et dire, voici dans quel secteur on peut rehausser Quand on regarde, par exemple, la proportion de robots au Québec et au Canada par rapport à d'autres pays industrialisés, il y a un retard qui s'est créé. À commencer par nos voisins du Sud. Bon, mais dans quel cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais nous autres, on va être proactifs. C'est quelque chose, en d'autres mots, qu'on contrôle beaucoup plus que, par exemple, le dollar qui est fortement influencé notamment par le pétrole albertain. Vous dites un gouvernement peut faire la différence. On a ensemble discuté de cette chose, de ce que coûtent les grands projets au Québec et les petits aussi. Construire une école plutôt que de la construire en Ontario, des coûts très, très, très différents. Moi, j'ai l'impression d'être dans une exception québécoise qui est malheureuse et pas du tout heureuse. Est-ce que nous sommes à dépenser sans avoir le contrôle de ces dépenses? Je n'ai pas envie de rentrer dans sa clique parce qu'on en a beaucoup parlé. On pourra le faire si vous voulez, mais je suis tenté de dire que c'est une cible facile. En attendant, c'est des milliards d'infrastructures où mon sentiment est que ce n'est pas du tout compétitif. C'est-à-dire que celui qui donne les contrats a perdu le contrôle des coûts. Quand on m'explique que... Totalement. Regardez une école au Québec puis une école en Ontario. Je l'ai écrit, là, les chiffres n'ont aucun sens. Ça coûte beaucoup plus cher au Québec. Regardez aussi l'inflation. Donc, un pont comme celui à l'île d'Orléans, là, qui devait coûter de mémoire, je pense, 400 millions au début, est rendu à des milliards de dollars. Donc, on n'est pas dans l'inflation. Ça n'a pas de lien avec l'inflation. Là. Ça dépasse nettement l'inflation. Donc, quels sont les facteurs? De la corruption au Québec? En tout cas, il y en avait dans la commission Charbonneau, on en avait découvert. On pensait avoir réglé le problème. Voici les facteurs. Il y a eu un silence où vous n'avez pas répondu. Vous avez fait juste de la face. Voici le nombre des facteurs que je pense. Vous avez lutté contre la corruption dans le passé. Oui, vertement. C'est parce que, alors, je sais que c'est politiquement miné, parce que si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais votre meilleure intuition à vous, est-ce que si ce n'est pas corrompu, est-ce qu'il y a quelque chose d'un système qui permet de faire en sorte de construire à bien meilleur prix pour ceux qui construisent qu'ailleurs au Canada? C'est pas le seul facteur, fait que je vais décliner les autres facteurs après, mais je vais répondre à la question de manière très directe. Il n'y a personne qui va jamais me convaincre que lorsqu'on bâtit de l'infrastructure puis que le projet coûte 3-4 fois plus que ce que ça devait coûter ou que ce que ça coûte ailleurs, il n'y a personne qui va me convaincre que la personne en charge, c'est-à-dire le ministre, puis les sous-ministres, puis l'appareil de l'État, qu'il n'y a personne qui allume puis qui se dit « Hey, c'est un problème parce qu'on ne pourra pas construire le nombre d'écoles dont on a besoin si nos écoles nous coûtent 3 fois plus cher. » Il faudrait croire que les gens sont à ce point baignés qu'ils ne sont pas capables d'allumer sur le fait qu'il y a un gonflement totalement anormal des prix. Cette paresse-là, on nous vend un peu ça comme... de l'incompétence, de la paresse, un peu comme ce témoignage récemment là, à la commission sur sa clique où la dame en charge de l'appel d'offres dit « Ben moi, on travaille fort, c'était compliqué, fait qu'on ne s'est jamais posé la question des dépassements de coûts. » Voyons donc. À quoi servez-vous alors? C'est ça. Mais j'ai trop de respect pour l'intelligence des gens pour qu'on me fasse avaler que la personne... Il n'y a personne dans cette boîte-là qui s'est posé la question des dépassements de coûts. Un instant. Donc dans la commission Charbonneau, ça a été partiellement démontré, puis je dis partiellement parce qu'on n'a pas voulu remonter au pouvoir politique, là, on n'a pas fait témoigner les gens qui étaient décisionnels. C'est une de mes grosses oppositions à la commission Galland, parce que je disais, on a déjà
eu une commission d'enquête qui n'est pas allée au bout du raisonnement, qui n'a pas trouvé la cause véritable, et on semble être pris dans les mêmes patterns en ce moment. Mais tout ça pour dire que moi, il n'y a personne qui va me faire croire que ce n'est que de la stupidité et de l'incompétence. Il doit y avoir d'autres facteurs. En tout cas, la commission Charbonneau, elle, révélait partiellement qu'il y avait un facteur intentionnel où des régimes sont intentionnellement complaisants avec des phénomènes de surfacturation, de gonflement des prix dans l'octroi de contrats. Intentionnellement complaisant, est-ce que c'est une autre manière de parler de corruption? Ben oui, c'est une autre manière de parler de corruption. Je pense qu'on peut attribuer ce mot-là à ce qu'on a découvert dans la commission Charbonneau. Et là, on se retrouve dans SACLIC, qui n'est pas de la construction, mais qui est à peu près le même pattern, là, c'est-à-dire des contrats qui n'en finissent plus de gonfler, puis des prix qui sont hors de contrôle. Le pont de l'île autour, c'est la construction. On se retrouve dans la construction avec des prix. D'ailleurs, Catherine Fournier, récemment, a fait une très bonne sortie qui parlait de dos d'âne puis de feu de circulation. Donc, il y a peut-être un facteur ici de complaisance intentionnelle, mais je ne peux pas le démontrer, d'où mon silence les 2 premières fois que vous avez relevé. Encore faut-il que la commission d'enquête nous réponde spécifiquement à cette question-là. Mais il y a un deuxième facteur qu'il faut mélanger, là. Parce que ce n'est pas qu'une question de mauvaises intentions. Il y a également simplement l'absence de concurrence. Donc, s'il y a un seul joueur pour faire ce travail-là, puis que tous les autres joueurs ne se qualifient pas, notamment ce qu'on pense, notre compréhension en ce moment au Parti québécois, c'est que tes plus petits joueurs ne sont pas éligibles. Pourquoi ne sont-ils pas éligibles? C'est parce que il y a des garanties financières qu'il faut pouvoir offrir, puis il faut être capable de prendre tout le morceau, alors que le petit joueur, lui, peut prendre une partie de l'éléphant, une bouchée, et n'a pas les mêmes capacités financières en termes de garantie. Ça élimine la concurrence de sorte qu'il y a un ou quelques joueurs capables de faire ces travaux-là. Et par définition, on crée un oligopole. Voilà. C'est le fondement en sciences économiques de ce qui est un monopole ou un oligopole. À ce moment-là, ce que la compagnie va faire, toutes les compagnies, ce n'est pas une question de procès d'intention, c'est que... On partage le gâteau. Ben, le gâteau va devenir... je veux dire, supposons que je suis mairesse, puis je ne veux pas payer 10 000 pour un dos d'âne, puis je dis à la compagnie, fais-moi-le pour 5 000. La compagnie va simplement répondre, ben va voir ailleurs, mais tu ne trouveras pas, il y a juste moi qui en fais. Donc, c'est 10 000. C'est aujourd'hui, parce que demain, ce sera peut-être 12. Ce sera peut-être 12 si tu continues à me casser les pieds. Tu comprends? C'est ça, un oligopole. Collectivement, donc, c'est un cul-de-sac. Ben, il va falloir réintroduire de la concurrence. Donc là, quelles sont nos options? Moi, je pense que un gouvernement du Parti québécois va faire une commission parlementaire juste là-dessus, entendre tout le monde. Mais grosso modo, à l'évidence, tu as besoin de donner de la place aux plus petits joueurs. Il va falloir évaluer si des joueurs internationaux, là je parle de la côte est américaine, de la France, si des joueurs internationaux peuvent amener de la concurrence pour une certaine période de temps, suivant certaines conditions, mais de manière à ce que non seulement il y ait plus de joueurs capables d'effectuer le rattrapage en infrastructure, mais également capables d'influencer sur le prix pour qu'il y ait vraiment une bataille sur... ouvrir les portes, donc, à des joueurs étrangers pour venir bousculer ce qui ressemble à un oligopole ici. Oui, ou ouvrir les portes à de la paix ouvrir les portes à de la PME québécoise, à des plus petits joueurs qui disent, moi, je pourrais en faire une partie, mais cesser de me mettre des bâtons dans les roues en fixant des conditions qui me rendent inéligible. Et d'ailleurs, dans SACLIC, la manipulation des appels d'offres vient d'être nommée, là. Donc, est-ce que ça n'existe pas en construction? Permettez-moi de penser que c'est une pratique possible qui existe en construction également et que nos pouvoirs, j'avais parlé de Galbraith, la prédation de l'État, là, mais nos pouvoirs ne sont pas à l'abri de la prédation de l'État par des intérêts privés. Donc, ce sera exactement comme on parlait du PQ de 76, mais ce sera ce coup de balai que je pense que le Parti québécois est appelé à faire, c'est-à-dire traiter s'il y a des cas de corruption avérés, donc nettoyer, mais également mettre de la concurrence dans ce marché-là, enlever de la bureaucratie. Un autre facteur qui a été dit par les experts, c'est qu'il y a trop d'étapes, trop de bureaucratie. Donc, un projet qui prenait 2 ans prend maintenant le double de temps à être autorisé. Ça génère des coûts. Donc, il y a un certain nombre de facteurs. Ce n'est pas un facteur, c'est multifactoriel, mais ces facteurs-là, mis ensemble, nous placent devant l'incapacité de bâtir l'essentiel, c'est-à-dire des hôpitaux, des écoles, des choses de base. Bien, ce que je vois, c'est un Québec qui, collectivement, s'appauvrit avec un certain nombre de Québécois qui, eux, ne sont pas du tout pauvres. Ça, c'est un très, très mauvais symptôme. Un symptôme de quoi?
Ben, les modèles de pays qui connaissent de la prospérité au profit de tout le monde et donc vont arriver à un niveau de vie et une paix sociale élevée sont des modèles où tu n'as pas une infime minorité qui presse le citron au détriment des autres, là. Donc, on ne veut pas tomber dans justement le fait de quelques entreprises qui ont, si on reprend la commission Charbonneau, des liens avec le pouvoir politique. Mais est-ce qu'il y a un risque de tiers-mondisation de l'économie québécoise? Parce que ça ressemble à ça. Bon, c'est un mot que je n'assumerais pas, parce qu'évidemment, ça vient avec toutes sortes d'autres... Mais est-ce que c'est un risque, ce phénomène-là? En fait, toutes les sociétés occidentales sont devant, puis tu regardes l'Europe continentale, là, plusieurs pays latins qui ont des enjeux de corruption. Tu es toujours, d'une session à l'autre, d'une législature à l'autre, devant ce que tu peux faire pour contrer la corruption, et c'est toujours lié à ta prospérité économique. Donc, les endroits qui réussissent à bien contrer la prédation de l'État, la corruption, sont plus riches que les endroits qui sont corrompus, où l'État... Collectivement mais la corrélation, elle est évidente. C'est pour ça que je me suis toujours intéressé à la corruption, à l'époque de la commission Charbonneau, parce que c'est un marqueur de la prospérité collective. Le PQ, sous l'évêque, mais dans d'autres gouvernements, a permis des cycles d'assainissement, mais aussi de réflexion, de conceptualisation de solutions plus solides intellectuellement que des gouvernements affairistes qui font juste distribuer des cadeaux, il faut que je fasse attention, mais tu sais, qui se préoccupent davantage de à qui on fait plaisir que quelle est la meilleure politique publique, là. Alors, c'est mon choix de mots. Mais ça pourrait, à distance et même pas à si grande distance, donner à penser que c'est un peu du maquignonnage, qu'on vit dans une économie où on s'arrange avec un petit clin d'œil. Ce que veut dire du maquignonnage. Et qui a peut-être aussi beaucoup plus de noir qu'on ne l'imagine dans cette économie. Avec plein de gens qui tirent très bien leur épingle du jeu, c'est sûr, mais au départ de la collectivité. Mais... Juste ça clique, puis je sais que mais c'est parce que le parallèle est tellement frappant, là. Ça clique, c'est le même concept qu'en construction. Oui, mais je redoute qu'on s'attarde sur ça clique, non pas avec vous aujourd'hui, mais qu'on pense que c'est le problème. Or, je crois que c'est généralisé. Et c'est pas une affaire que de gouvernement. Mais c'est pour ça que plus. je le voulais comme exemple. Oui. C'est de dire, regardez le mécanisme qui peut se multiplier dans n'importe quelle circonstance. Un lien permet un gonflement des taux horaires, complètement artificiel. Et toutes les personnes qui sont témoins, y compris le pouvoir politique, qui doit composer avec un projet qui coûte, 700 millions de plus que prévu, il n'y a aucune réaction. Il n'y a pas de... Même l'UPAC est appelé seulement en février, alors que le gouvernement, puis tout l'appareil est saisi de cette dérape-là depuis très longtemps. Donc, il y a là quelque chose qui peut se répéter dans n'importe quel ministère et qui peut venir à bout d'une économie puis d'un État. Puis quand tu regardes tes finances publiques qui viennent de faire les 2 pires déficits de l'histoire du Québec, il y a forcément une corrélation. Parce que si tu payes 50% tout plus cher comme État, tu boucleras pas. Et 50? Ça peut être bien pire que 50. Si on prend là, certains exemples très, très simples à comparer, là, hôpitaux, écoles, ponts, puis tu prends n'importe quel comparable en Europe, aux États-Unis, là, on est plus que le double là, dans certains projets. Je laisse le silence parce que ça me semble être une aberration qui ne génère pas l'indignation qui est à la hauteur du rendez-vous. Mais si le caquisme avait été la continuité du régime libéral? Est-ce que c'est pas la continuité du pouvoir au Québec depuis très longtemps? Non. Ben, en tout cas, évidemment, là, vous allez me trouver totalement partisan, mais c'est ce que je crois, fait que je vais vous le dire. Non, il y a eu le lévéquisme, il y a eu le péquisme. Et ça vient avec des groupes d'intérêt qui sont très fâchés de nous voir s'approcher du pouvoir parce qu'ils savent ce qu'on va faire. En tout cas, on l'a déjà fait, historiquement. Moi, je me réclame de ça. Je n'ai pas la prétention d'être René Lévesque, mais j'ai la prétention de m'inspirer. Mais si le caquisme était en fait l'œuvre d'une majorité de libéraux qui ont transféré leur allégeance temporaire.
Bien, je veux dire, Geneviève Guilbeault là, était attachée à travailler pour le Parti libéral. La recette à gâteau, en autre mot, mon point. Donald Trump, il parle du deep state. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble, alors pas un deep state, mais un État parallèle où il y a, entre gens qui se comprennent, un bon entendement? Dans toutes les démocraties occidentales, il y a le phénomène de prédation de l'État. Des groupes d'intérêts privés vont se demander comment on peut augmenter nos profits en influençant ou en infiltrant, ou en, prenons les patterns de la commission Charbonneau, là, il y a mille et une façons d'obtenir des profits plus élevés en gonflant, en multipliant, en facturant. Il y a mille et une façons de gonfler ses profits au détriment du lousse dans l'État. Mais comment se fait-il que le Québec soit une cible si juteuse, qui se distingue pour les mauvaises raisons? Jean-Jacques Pelletier, qui a écrit plusieurs romans policiers, parlait du Québec et de sa pénétrabilité. Je sais qu'en Europe, il s'écrit des choses sur les différences entre les pays d'Europe continentale de tradition catholique et les pays germaniques. J'en parle parce que moi, j'ai vécu quand même 1 an au Danemark. Luthérien ou protestant? Oui, j'ai fait la Suède, j'ai vécu en Norvège, j'ai vécu près de 2 ans en Angleterre. Quel élément culturel nous amène à être plus perméable à ça? Pourquoi certains pays s'en tirent mieux en prévention de la corruption que d'autres? Quel est le rôle aussi? Puis là, je vais aller loin, là, puis je sais que mais je le pense, donc je préfère être transparent. Quel est le rôle d'un gouvernement fédéral ou d'un régime fédéral, c'est pas le gouvernement, mais le régime fédéral va amener à favoriser des candidatures comme Jean Charest, des candidatures comme Philippe Couillard, comme François Legault, qui renoncent, avec M. Sirois, renonce à tout ce qu'il a dit dans sa vie sur l'indépendance du Québec. Et en échange de ce renoncement officiel et pour toujours, j'ai l'impression qu'il obtient des alliances comme celle de M. Sirois ou autre. J'ai toujours pensé que les régimes qui mentaient sur l'essentiel... Quand vous parlez de M. Sirois, vous parlez duquel? Charles Sirois? Oui, je pense que c'est Charles. Oui, à la fondation de la CAQ. François Legault n'était pas seul. Tout à fait. C'était Charles. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de M. Sirois. C'était pas Richard Z. Sirois que je visais. Je voulais être bien certain qu'on sache de qui il s'agissait. Mais c'est assez sérieux ce que vous dites. En fait, mon livre « Rebâtir le camp du oui » commence par cette hypothèse-là. Si vous prenez mon livre, la première phrase de mon livre... Mais s'il nous écoute, il pourrait se dire, est-ce qu'il y a des preuves? De quoi parle-t-il, PSPP? Voici de ce dont je parle. Si on ment à une population sur l'essentiel, il ne faut pas se surprendre que ce même parti ou cette même personne-là nous mente sur des choses comme celle-là. Et c'est pour ça que, même si c'est un parcours plus exigeant, j'ai choisi le Parti québécois, pas parfait le Parti québécois, mais qui a des racines ou une doctrine à la base qui voulait contrer ça et qui a démontré, dans une certaine mesure... Vous êtes donc des luthériens dans une culture catholique. Ah, là, vous venez jouer dans mon passé, parce que moi, j'ai vécu 1 an dans la famille d'un pasteur luthérien au Danemark, et j'ai eu des discussions interminables sur Grundtvig, puis les philosophes du luthérianisme danois par rapport au catholicisme. Des très austère. Mon Dieu, austère. Puis je ne le souhaite pas, là, en passant, parce que les films de Bergman, là, puis de Lars von Trier, là, c'est pas loin de la réalité. Mais j'aime beaucoup l'idée qu'une partie de l'explication de ce qu'est aujourd'hui PSPP passe par un an passé chez un pasteur luthérien. Ah, mais des discussions interminables sur justement ce qui distingue les doctrines catholiques et luthériennes. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, le régime fédéral, comme n'importe quel régime colonial, a un effet de corruption sur les territoires contrôlés. C'est démontré dans plein d'autres contextes, parce que le régime colonial, pour se maintenir, va mettre des gens qui sont loyaux au régime, mais qui, en échange de leur avancement social, vont avoir comme mission de faire passer l'inacceptable, de dire des choses qui sont en fait pas vraies, mais en échange de ce statut-là. Et je commence mon livre « Rebâtir le camp du oui » par cette affirmation-là, parce que je crois que les régimes libéraux et maintenant le régime caquiste nous fait perdre confiance en nous en ayant ce rapport à la vérité qui est absolument trouble
Et à ce moment-là, on peut tomber dans des discussions théologiques sur le sens, ou philosophiques, mais sur le sens de la vérité et l'impact du service de la vérité sur le bien commun dans une société. Mais vous avez quelque chose de luthérien en vous, donc depuis... Totalement. Totalement. J'ai déjà dit... Quand vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes au premier degré par moment. Ah oui, c'est ça. J'ai déjà dit à ma chef de cabinet récemment, en fait, par 2 fois, France Amiot est la nièce de René Lévesque, puis elle a sauvé le Parti québécois lors de la campagne 2022 parce qu'elle apportait le minimum d'expérience dont on avait besoin. Tu avais un groupe absolument jeune et green, absolument vert en politique. Mais je lui ai dit, je suis un peu une anomalie. En même temps que j'adhère pleinement au fondement du Parti québécois, je suis un luthérien scandinave dans un environnement qui n'est pas programmé comme moi je pense. Et des fois, à l'interne aussi, ça donne lieu à des divergences assez... Moi, le résultat importe davantage que l'intention. Donc, quelque chose de bien intentionné, mais qui finit par être mal fait ou qui finit par ne pas donner... Moi, j'ai été vraiment encadré par les Scandinaves, puis ensuite les Britanniques. Ça m'a influencé d'une manière ou d'une autre. Donc, on se fait beaucoup de blagues. Mm-hmm. Puis on a beaucoup d'échanges sur justement quelle est la place du service de la vérité ou est-ce que faut être un peu plus... C'est drôle parce qu'on ferme la boucle de l'entrevue. Au début, on parlait du rapport à des chroniques qui disent quelque chose d'inexact. Puis on me conseille que pour mon propre intérêt, puis pour m'éviter des embrouilles, je devrais laisser passer parce qu'au fond, tout est relatif. C'est pas grave. Dans mon esprit à moi, le bien commun est servi seulement si on tente de s'approcher de la vérité et que cette vérité-là n'est pas qu'intention, qui peut être pardonnée, mais elle est résultat, elle est dans le concret. Donc là, on tombe chez les méthodistes en Angleterre, on tombe chez les luthériens en Scandinavie. Donc, il y a évidemment des fondements philosophiques et théologiques à l'engagement politique. S'il n'y en a pas, c'était peurant. Ça ne donne rien de s'engager. Je veux dire, faut qu'il y ait une réflexion minimum. Mais intéressant, parce que c'est une culture religieuse qui a refusé quoi? Les indulgences. Oui, puis acheter des indulgences. Oui, qui est une forme de corruption, dans le sens... la plus aboutie, si vous voulez mon avis. Mais voilà. Et il y a une forme de courage extraordinaire dans Luther qui est condamné à mort. Là. Il se promène d'un duché à l'autre en se cachant, puis il a raison. Ceci étant, je ne souhaite pas... être condamné à mort. Non, c'est pas là que j'allais, mais en passant, oui. Il y a quand même... je ne souhaiterais pas, avec tout l'amour que j'ai pour les Scandinaves, je ne souhaiterais pas une scandinavisation du Québec. C'est-à-dire qu'il y a dans le Québec une partie de latin qui fait du bien. Il y a une légèreté, une capacité qu'on retrouve dans l'Europe du Sud aussi, là, qui a une vraie valeur pour moi. Donc, je ne veux pas scandinaviser le Québec. Simplement, quand on essaie de comprendre comment je fonctionne, il y a en effet des passages dans ma vie. La lutte à la corruption en Bolivie, on aurait pu en parler, mais ça m'a énormément marqué. C'est vrai que là-bas, ils font la passe. La passe, pardon. Oui, mais j'ai été poursuivi et menacé de mort. Il a fallu que je quitte. Là. Mais je poursuivais pour génocide et fraude d'un régime qui... mais là, on est vraiment à un autre niveau. Là. Je ne veux pas comparer. Et on ne se souhaite pas ça non plus. On ne se souhaite pas ça, mais c'était un peu des politiciens qui sont prêts à tirer sur leur propre monde parce qu'ils ont une job à faire pour des intérêts privés qui les contrôlent. Donc, il y aura toujours ça. Est-ce que l'humanité, au final, est capable de se structurer de manière à ce qu'il y ait une part équitable pour tout le monde? Est-ce que... j'ai l'impression que la participation à la vie politique n'a de sens que si on essaie de trouver quelque chose de viable, de durable et d'équitable. Donc, je vais au moins incarner ça. À quel degré je vais réussir? Qu'est-ce qui m'attend? Ça demeure, on aura une autre entrevue là-dessus. On verra si on vous fait le sort qu'on a fait à Luther, mais qui a quand même fondé une église. Alors, on verra si c'est une chapelle ou une église que vous fondez. Ou une cathédrale. Ou une cathédrale, auquel cas on serait dans un univers qui est probablement plus conforme à vos racines catholiques. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir que de passer ces 90 minutes en votre compagnie. Ça valait la peine d'attendre. J'espère que ça vous a plu. Épisode bonus, donc à contact, une levée de rideau, mais on le referme jusqu'à l'automne prochain. À tous, merci beaucoup.
beaucoup de votre attention. À la recherche, c'était Philippe Lorange. À la réalisation, Jeanne Croteau, Stéphane Bureau, microphone. Bonnes vacances cet été.